Vous avez été nombreux à nous le demander, à nous le réclamer presque. Le voici, le numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info consacré aux 24 heures de Daytona. La première manche de l'IMSA qui s'est déroulée il y a un peu plus d'une semaine et qui a consacré pour la 3e année consécutive Porsche Penske et la Porsche 963 numéro 7 de Felipe Nasser, Julien Andlauer et Lorin Heinrich. Pour revenir sur cette course et notamment sur les développements d'après-course, et c'est un petit peu ce qui aussi nous a poussé à retarder l'établissement de ce numéro de notre podcast, je serai avec Thibaut Villemont qui était sur place et avec qui je débrieferai cette première manche de l'IMSA 2026 dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Thibaut, les 24 heures de Daytona ont donc eu lieu il y a un petit peu plus d'une semaine et c'est vrai qu'on a légèrement décalé cet enregistrement puisqu'il y a eu pas mal de choses à dire post-course, sans oublier évidemment l'actualité chaude qui a été assez animée ces derniers temps. Vous avez pu le voir si vous êtes habitué et abonné à notre site, avec pas mal d'informations sur la catégorie Hypercar qui sont sorties ces derniers jours, d'où également notre volonté de décaler un petit peu ce numéro de podcast, mais qui sera d'autant plus complet puisque Thibaut, nous allons commencer par ça. Certes, les vainqueurs de ces 24 heures de Daytona 2026 dans les 4 classes, que ce soit le GTP, le LMP2, le GTD Pro et le GTD, ont été confirmés après les inspections techniques d'après-course. Mais Thibaut, l'IMSA a quand même communiqué sur plusieurs vérifications qui seront menées par la suite ou qui sont actuellement menées. Salut Pierre, salut tout le monde. Oui, on a été effectivement bien occupés depuis que je suis revenu de Daytona et comme tu l'as justement dit, les résultats ne sont pas encore entérinés officiellement. Alors voilà, faut pas s'emballer. Les vainqueurs ont été confirmés, donc ça va pas révolutionner la face du monde. En revanche, ça peut un podium à Daytona, si ça concerne des concurrents qui sont arrivés sur le podium, c'est toujours sympa. Et puis il y a un championnat qui est en jeu, donc faut pas l'oublier. Les infos qu'on a, ça concerne pas la catégorie Rennes et les inspections majeures qui sont menées. J'ai tendance à croire que ça va pas bouger, mais bon, on ne sait pas. On n'a pas tous les détails, forcément, quand il y a des suspicions, des doutes. Dans un premier temps, les instances dirigeantes évitent de communiquer pour jeter inutilement le doute sur un concurrent qui serait irréprochable. Mais donc voilà, faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on se parle, tout n'est pas encore totalement entériné. Thibaut, on a vu que pas mal de tests vont être menés par l'IMSA. Ils ont été assez détaillés, c'est-à-dire il va y avoir des tests un petit peu plus poussés que la simple vérification technique. C'est quelque chose d'habituel ou c'est quelque chose qui est plus mené vraiment dans un cas justement de suspicion? C'est surtout quand il y a un cas de suspicion, parce que là, effectivement, c'est quelque chose qui va prendre plus de temps. Donc, ça peut être, des fois, c'est démonter un réservoir. Après, ça démonter un réservoir, ça se fait quand même globalement facilement. Ça peut être faire passer un moteur au banc. Donc ça, par contre, c'est un petit peu plus chronophage. Ça nécessite plus de temps. Et surtout quand ça nécessite de démonter la voiture. Et généralement, c'est vraiment quand il y a un doute. Par exemple, ça arrive quand même la majeure partie du temps, 48 heures après la course, les résultats sont entérinés. On se souvient l'année dernière c'était il y a 2 ans, je crois, à Indianapolis, où notamment la Porsche victorieuse avait été déclassée. Et là, ça avait nécessité un examen plus profond. Mais ça, c'était c'était un désir délibéré de l'organisateur. Dès le début, c'était pas c'était pas en raison de suspicion. Là, en l'occurrence, ce serait en raison de suspicion. On se souvient aussi comment ils ont pu parfois prendre le temps de démonter des tours de ravitaillement pour les examiner. Tout ça fait que ça prend un peu de temps. Mais non, là, c'est plus par suspicion. Après donc Thibaut, cette introduction concernant les résultats, donc évidemment vous serez tenu au courant sur le site internet d'Endurance Info une fois que les résultats définitifs seront établis. C'est entre autres pour ça que nous n'avons pas encore réalisé notre bilan des classements généraux après cette première manche de Daytona. Thibaut, ces 24 heures de Daytona ont été quand même marquées principalement par cette très longue neutralisation en raison du brouillard. Alors on sait que la météo peut être un petit peu capricieuse en Floride à cette époque de l'année, avec notamment principalement le froid qui vient s'inviter au débat. Et là, c'est le brouillard avec des températures qui sont restées relativement clémentes durant la semaine de course, mais le brouillard, lui, est venu perturber largement l'épreuve, avec une des neutralisations les plus longues, Thibaut. Avant de revenir sur le résultat pur, selon toi, ça a impacté comment, en fait, cette course, cette longue neutralisation ?
Tu fais bien de faire un petit aparté sur la météo parce que je peux vous dire que l'année dernière, on a dû acheter des bonnets sur place, que cette année, Aurore, il a fait très froid. Quand on est reparti, il a à nouveau fait très froid, hein. C'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a une grosse vague de froid qui a frappé les États-Unis, même si on était en Floride. Par contre, la semaine, effectivement, a été étonnamment clémente. On se baladait en t-shirt en fin de semaine. Et donc, ça a entraîné aussi ce brouillard assez intense auquel nous avons eu le droit. Il y a eu 6h30 de mémoire d'interruption continue. C'est un record dans l'histoire de l'épreuve. Après, on sait tous ce que c'est Daytona. Daytona, c'est une course qui va durer. Il y a deux courses. Il y a une course qui va durer 22-23 heures et une course qui va être le sprint final. Donc en fait, autant j'ai envie de vous dire qu'en 2024, il y avait une intervention de safety car au Mans qui avait duré 4h30, pas loin de 5 heures, je crois. Là, pour le coup, j'estime qu'au Mans, ça a un vrai impact sur la course. Autant à Daytona, honnêtement, je trouve pas que ça ait un impact absolument colossal. On a quand même eu droit au sprint final. Voilà, l'idée à Daytona, c'est de survivre pendant 22-23 heures. Alors forcément, l'intervention le drapeau jaune a facilité, on va dire, la mission survie. Mais je ne pense pas que ça ait changé quoi que ce soit à la fin. Voilà, ça a pas, encore une fois, ça n'a pas le même impact que ça peut en avoir sur une course comme les 24 heures du Mans, comme les 24 heures de Spa, où on a moins ce côté course US avec un sprint final où tout se joue à la dernière relance. J'estime pas que ça a gâché l'épreuve, forcément. On aurait préféré qu'il y ait moins de voitures de sécurité, il y a moins d'interruptions de course, mieux c'est. On aurait préféré qu'il n'y en ait pas, mais j'estime pas que ça a impacté en tous les cas, notamment sur le plan sportif, quoi que ce soit. Hormis, il y a eu un impact effectivement sur les temps de conduite avec les amateurs et tout. Et moi, j'ai certaines frustrations, à savoir que notamment un Connor Zilic, que je trouve absolument brillantissime, bah, on l'a très peu vu à l'œuvre parce que c'est le quatrième homme de la Cadillac numéro 31. Et au final, il a énormément roulé sous le brouillard, sous régime de full course yellow. Donc on l'a moins vu à l'œuvre. J'aurais bien aimé le voir vraiment en concurrence avec des rivaux direct sur la piste. Ouais, 4 heures de relais pour Connor Zilisch, Thibaut, qui plaisantait un petit peu après justement ce relais à faible allure, qui disait qu'il n'avait jamais roulé aussi lentement de sa vie, sauf dans la rue. Ça a été par contre une composante pour les équipes, tu disais ces temps de pilotage, mais il a fallu aussi rester concentré dans les voitures. Danny Formal notamment de chez Wayne Taylor Racing sur la Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 disait qu'avec son ingénieur il faisait des blagues un peu mathématiques. De ce que tu as pu discuter, il a fallu gérer pour les équipes et les pilotes un peu cette période particulière. Ah bah oui, et puis c'est vrai que tu le disais, Zilic a été un des premiers à en parler en conférence de presse. Il a dit: «Je me suis jamais autant embêté au volant d'une voiture, je m'amusais à chanter». On lui a demandé même si il avait demandé à ses ingénieurs de lui mettre de la musique dans les oreilles. Il a dit: bah non, parce qu'en plus eux ils en ont profité pour aller se coucher. Mais non, c'est compliqué de rester concentré. C'est surtout ça, c'est long. Alors moi ça me rappelle au début la première apparition de l'Oreca 03 de mémoire aux 24 heures du Mans, si je dis pas de bêtises, où David Hallyday, en fait, alors il faisait froid, et en fait, il était sorti de la piste parce qu'il y a un moment, en fait, c'était une voiture ouverte, bien évidemment. Mais voilà, il y a la concentration, il y a le froid qui peut jouer. Et là, non, c'est juste, alors en l'occurrence, c'était pas le froid, mais c'est surtout, ça doit être pénible. On sait que ces voitures, en plus, sont pas faites pour rouler à cette allure-là. Vous imaginez 4 heures. Et puis en plus, on a maintenant cette propension à ne plus vouloir mettre de drapeau rouge. On l'a vu au Mans il y a 2 ans, on en parlait en 2024. Je sais que je crois, tu m'arrêtes si je me trompe, Pierre, je crois qu'au 24 heures de Spa, maintenant ils optent pour la même philosophie, à savoir qu'ils ne veulent plus arrêter la course. Ils préfèrent laisser les voitures rouler parce que ils disent que ça a un impact moindre sur la course en elle-même, sur le résultat sportif. Et donc, bah, la course ne s'est jamais arrêtée, alors que quand ils ont annoncé le brouillard, c'était 1 heure du matin, je crois, par là. On savait très bien que ça allait pas reprendre dans l'heure, hein. Moi, honnêtement, je suis parti me coucher, hein, je vais pas le mentir. Donc voilà, il y a mais c'est ouais, c'est toujours un passage délicat. On a cette petite frustration parce qu'en plus, c'était la période où on a pu mettre le pneu soft en GTP, le nouveau pneu soft, et Michelin était frustré parce que notamment JDC sur la Porsche numéro 85, la chaussée, mais ils ont pu faire qu'un relais avec. Michelin aurait bien aimé avoir des résultats sur 2 relais en course. Donc il y a eu un impact au pneu qui aurait peut-être pu jouer. C'est dommage, mais en revanche, oui, c'est vraiment pour les concurrents, même pour les ingénieurs, faut toujours faire attention parce qu'il faut pas non plus perdre trop de track position. C'est toujours un passage délicat à gérer. Ah oui, on se souvient, Thibaut, il y a eu quelques éditions des 24 heures de Spa arrêtées sous drapeau rouge. On se souvient notamment de 2019, si je me souviens bien, avec
Quand même une longue période de drapeau rouge pour cette épreuve de Spa. Une autre question, Thibaut, sur cette période, on sait qu'il y avait notamment comme composante technique nouvelle cette année les nouveaux pneus Michelin avec une fameuse fenêtre d'utilisation des pneus tendres. Est-ce que justement cette neutralisation a fait bouger les choses pour les équipes au niveau de cette exploitation des pneus tendres? En fait, ça leur a facilité la tâche parce que, on en parlait tout à l'heure, Daytona, c'est un petit peu une première course de survie de 22-23 heures et un sprint final. Les concurrents n'ont pas le quota de pneus nécessaire pour changer des pneus à chaque relais, donc il faut faire des doubles relais. Et là, en fait, ils gardent tout un quota de pneus neufs pour la fin de course pour pouvoir être en mesure de les changer justement à chaque fois pour avoir une voiture au maximum de son potentiel. Et là, forcément, l'interruption de course, ça leur a facilité la tâche, puisque ils n'ont pas changé de pneus sous régime de drapeau jaune. Donc ils ont eu ça a été moins compliqué. Au final, le dimanche, ils pouvaient changer comme bon leur semble parce qu'ils avaient pu conserver tout un quota de pneus à disposition pour la journée du dimanche. Et donc Thibaut, on revient sur le résultat final de ces 24 heures de Daytona 2026, sujet de notre nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Thibaut, je le disais en introduction, Porsche Penske Motorsport a triplé la mise, c'est une première depuis pas mal de temps, avec Felipe Nasser, Julian Andlauer et Lorin Heinrich qui se sont imposés au terme de cette course. Thibaut, on va mettre un petit peu les pieds dans le plat. Porsche était peut-être en termes de rythme un petit peu au-dessus du lot selon toi. On les a vus très vite aux avant-postes, même s'ils ne sont pas partis tout à fait devant. On les a vus revenir très vite aux premières places et surtout avoir c'est un peu nous la sensation qu'on avait de loin, mais cette capacité à pouvoir essayer de s'échapper en tout cas, avec la piste libre évidemment. Est-ce que c'est un peu ton sentiment sur la performance globale des deux 963 ? On reviendra plus en détail sur chaque voiture par la suite. Honnêtement, c'est frustrant parce que je peux vous dire que ce kit aéro qui a été greffé sur la Porsche, il aurait été parfait pour Le Mans. Mais hélas, comme vous le savez, nous ne les verrons pas au Mans. Non, honnêtement, elles ont été dominatrices toute la semaine et moi je vais reprendre les propos d'Andreas Ross, le directeur de BMW M Motorsport, qui m'a dit en début de semaine, donc avant même le début des essais libres et après l'Aurore, il m'a dit l'année dernière, après la journée de test de 24 heures du Mans, je t'avais dit que Ferrari pourrait faire un triplé. Moi je te dis que là, Porsche, ils peuvent faire un doublé. Tant la voiture est dominatrice, force est de constater qu'il a eu raison. Porsche n'a pas fait le doublé pour des raisons sur lesquelles on va revenir ensuite, mais clairement, ils étaient dominateurs. Alors par contre, voilà, on en revient un petit peu. Le scénario n'est pas similaire à celui de l'année dernière. L'année dernière, Porsche a fait la différence non pas grâce à une BOP, non pas grâce à une voiture plus rapide, mais clairement grâce à une meilleure exécution, grâce à des meilleures stratégies. Ils évoluaient clairement un ton au-dessus de la concurrence. Cette année, c'est totalement différent. Honnêtement, il y a des écuries qui ont sacrément haussé leur niveau de jeu sur ce plan-là. Ils ont été parfaits en exécution. Porsche Penske, encore une fois, je sais pas s'il y a une des deux voitures qui a eu une pénalité, j'ai un doute, mais je ne crois pas. Les 6 pilotes ont été quasiment irréprochables. On reviendra après sur les mésaventures de la numéro 6. Mais voilà, la Porsche, tu as raison de le dire, la Porsche était un cran au-dessus. La Cadillac a fait un petit peu illusion à la fin, mais Cadillac avait la banane. Attention, ils n'ont pas gagné, mais ils avaient la banane et pareil, on va y revenir. Donc non, Porsche a été dominateur. On va pas dire qu'ils roulaient coude à la portière, c'était pas le cas, mais ils ont eu la course bien en main et même si Acura a réussi à signer la pole position, pour rappel, c'est la Cadillac numéro 31 qui l'avait signée, mais elle a été déclassée. Porsche a dominé son sujet. 21e victoire dans l'histoire pour Porsche. La dernière fois qu'une marque avait réalisé le triplé, c'était Acura justement entre 2021 et 2023. Et Thibaut sur cette mais Porsche, avec des teams différentes, c'est ça. Exactement. Et la Porsche 963 qui gagne pour la 3e fois, qui rejoint la Cadillac des pays VR qui l'avait également réalisé entre 2017 et 2020. Et si on remonte encore un peu plus loin, Thibaut, la Porsche 963 égale entre guillemets ses grandes sœurs 935 et 962 qui avaient remporté au moins 3 fois l'épreuve d'affilée. Thibaut, cette victoire, elle est aussi l'œuvre d'un trio parce que Felipe Nasser, lui aussi gagne pour la 3e fois d'affilée. On a l'impression que il devient un peu Monsieur Daytona sur ces dernières années. Et à côté de lui, il y avait un petit peu, alors j'ai pas envie de dire novice pour Julian Andlauer parce qu'il connaît très bien la voiture et a quand même une sacrée expérience à son volant, mais pour Daytona, il reste quand même plutôt dans les catégories rookie, on va appeler ça comme ça. Et surtout Lorin Heinrich. Et le trio est
vraiment, on va insister sur Julian Lower et Lorin Heinrich. Thibaut ont été vraiment exemplaires et cette performance a été mise en avant justement par Felipe Nasser dans une interview qui est parue récemment sur le site. C'est aussi ton sentiment, cette refonte des équipages qu'il y a eu dans cet hiver 2025-2026 dans le clan Porsche du fait de l'arrêt du programme WEC. Ben, on voit que quel que soit le line-up, on va dire, la performance est là chez Porsche. Ah oui, complètement. Non, non, c'est sûr, il y a rien à dire. Alors bon, on va pas en faire des tonnes sur Philippe Nasser, chapeau, quel pilote incroyable. Comme tu dis, Monsieur Daytona, c'est la troisième année où il gagne au sprint final. Comme il y a 2 ans, c'est face à la Cadillac numéro 31, où il a eu une grosse pression. Chapeau, chapeau monsieur, honnêtement, il est fort. Il est vraiment très très fort. On n'a pas attendu cette édition des 24 heures de Naples pour le savoir. Julien, ça fait vraiment plaisir. Première grosse victoire au volant de la 963. Alors voilà, comme on le disait à Daytona, hein, c'est toujours le pilote qui est en charge du dernier relais qui est le plus mis en avant. En plus, là, il gagne 3 fois de suite. Hein, c'est que la troisième fois dans l'histoire qu'un pilote y parvient. Et donc, il est mis en avant, mais Julien Loher a été absolument impeccable. Bravo, bravo à lui. C'est sa première. Et comme tu dis, il n'a pas une énorme expérience de l'IMSA. C'est pas ses premières 4 heures de Daytona, attention, mais il n'a pas une énorme expérience de l'IMSA. C'est sa première victoire en IMSA aussi, du coup. Voilà, et c'est un nouvel environnement hein, pour lui parce que l'équipe Porsche Penske IMSA, c'est pas la même que Porsche Penske WEC. L'équipe Porsche Penske WEC, elle a été formée quasiment en totalité par Porsche. Là, c'est surtout une équipe Penske. Et Lorin Heinrich, bah, je sais pas quoi dire. C'est deuxième course avant 1963. Il a été très fort aussi. Euh, c'est une des futures stars de l'endurance, hein, je pense on peut pas le nier. Il a été très fort en GT3, parfois il s'est fait avoir par sa fougue. Là, il a été irréprochable. Donc bravo à lui. Et puis bah, j'en profite justement si je peux sur un peu la 963 numéro 6. Hein. Il y a eu la 963, voilà, la numéro 7 fait la différence par rapport à la numéro 6 parce qu'il y a eu un malheureux contact dès la première heure de course avec une LMP2. Oui, on précise que ce n'est pas le contact avec une GT qu'on a souvent vu à l'image, qui a été Oui, non, bien montré, sûr. mais ce Ouais. n'est vraiment pas ça. Hein. Bah, je sais même pas si c'est l'image qu'on a vue à l'écran, je sais même pas s'il y a vraiment contact. Entre la GT et la Ouais, 963, je pense pas honnêtement, puisque sinon ça aurait j'ai pu pas très mal se l'impression. terminer au Après, vu ils de ont l'endroit. complètement, mais t'as totalement raison. En revanche, d'en parler parce qu'en fait, on voit plusieurs fois l'image à l'écran et après, ils nous montrent ce côté droit de la Porsche qui est abîmé. Mais en fait, je pense que enfin, je pense pas qu'il y ait eu contact avec Non, la non, non. GT. Bref, en tous les cas, voilà, le contact avec la P2, il y a eu le fond plat a été endommagé et donc ils ont perdu la charge aéro et ils l'ont senti la nuit et donc voilà. Et à la fin, en plus, ils n'ont pas eu de réussite parce que malgré ça, ils ont réussi à vraiment, Il y avait du vraiment rythme. jouer avec la voiture sœur. Il y avait du rythme malgré tout, mais en fin de course, ils sont victimes d'une crevaison, ce qui fait qu'ils sont hors séquence. Donc ils décalent totalement la stratégie par rapport à la voiture numéro 7, comme et au final, il y en a d'autres qui ont joué comme ça, hein, la Cura numéro 60, la BMW numéro 25, c'est pas celle qui termine justement sur le podium, mais l'autre. Ils ont tous décalé en comptant sur une possible dernière intervention de la voiture de sécurité qui n'est jamais arrivée. Donc ils perdent là-dessus. Voilà, il y a eu cette voiture endommagée, mais surtout ils perdent vraiment tout au moment de la crevaison. Et pourtant, voilà, c'était aussi un équipage tout aussi solide hein, que la numéro 7 de la numéro 7 pardon, avec Kevin Est, Lorenz Vantor et Matt Campbell. Honnêtement, ça va être là aujourd'hui, c'est vraiment, va falloir compter sur les 2 voitures cette année pour le titre. On rappelle, petite précision Thibaut, pour Lorin Heinrich, il avait effectivement disputé la finale du WEC l'an dernier à Bahreïn, Voilà. avant cette première course IMSA avec la 963. Le podium, Thibaut, complété d'abord par Cadillac et la voiture d'Action Express Racing. Tu le disais, encore une fois, c'est cette voiture qui a pris le pas sur ses sœurs du Wayne Taylor Racing, avec un quatuor Connor Zilich, Jake Aitken, Earl Bamber et Fred Vesti. Thibaut, il en a pas fallu de beaucoup pour voir la Cadillac au moins réaliser un dépassement sur la fin de course. Hein. Il y a eu une tentative au niveau de la ligne d'arrivée de départ qui n'a pas pu être convertie par Jake Aitken. Au-delà de la deuxième place, c'est encore une fois Action Express qui prend le dessus sur Wayne Taylor Racing au terme de cette course de 24 heures. Est-ce qu'il y a une recette miracle chez Action Express? J'ai envie de te demander. Avec une seule voiture contre 2, hein. Faut pas l'oublier. Honnêtement, puisque recette miracle, je vais être un peu dur. Alors, j'ai trouvé Wayne Taylor plus fringant que l'année dernière. C'était le retour avec Cadillac aussi, dans un sens. Il y avait cette redécouverte de la voiture. C'est exactement, voilà, c'était après de longues années avec Acura. Cette année, on les attend mieux. Ils ont été mieux, mais pas au niveau d'Action Express encore une fois. Donc, il y a de l'équipe. Je pense qu'il y a un peu de pilote. Est-ce que ils ont moins bien appréhendé
Moins le kit Evo, selon toi? Non, même pas, je pense pas, parce qu'en plus, alors pour le coup, je pense qu'il y a un vrai partage entre les équipes Cadillac. Même avec Jota, il y avait beaucoup de Jota Sport qui étaient à Daytona. On a notamment croisé Leon Price, le nouveau team directeur sportif. On a croisé Sam Hignett. On a croisé, excusez-moi, je vais pas prononcer son nom parce qu'à chaque fois je me rate, le directeur technique japonais de Jota Sport. Mais je pense qu'Action Express aujourd'hui, c'est une très très belle équipe. Et ils ont des pilotes qui sont honnêtement Jack Aitken, c'est pareil, il a pu commettre des erreurs, il en commet de moins en moins. Earl Bamber, il a été solide. Fred Vesti, honnêtement, Fred Vesti, moi, le constructeur qui ne le prend pas pour un programme complet, là, je commence à pas comprendre parce qu'il a été très très fort. C'est un tout, c'est un tout. C'est un tout, mais à tel point que cette année, on devrait avoir que 4 Cadillac aux 24 heures du Mans. Comme vous le savez, on l'a écrit, Action Express ne voulait pas y aller. Pour se concentrer, ils veulent vraiment, vraiment à nouveau gagner en IMSA. Il faut pas se mentir, hein, Le Mans, c'est très lourd. C'est une course, mais c'est juste avant Watkins Glen. C'est de la logistique, c'est de la fatigue, c'est tout ça. C'est très, très compliqué pour un team américain. Faut pas sous-estimer la tâche. Et donc, cette année, Action Express voulait se focaliser sur l'IMSA, sauf que Action Express aujourd'hui est quand même un cran au-dessus de Wayne Taylor. Et la question commence à se poser, est-ce que finalement, on n'en voit pas malgré tout Action Express et pas Wayne Taylor qui a l'air plus en difficulté. L'année dernière, Wayne Taylor, pour sa première avec la Cadillac là-bas, et la première même de son histoire, là-bas, le Wayne Taylor Racing, ils ont clairement souffert. Donc voilà, moi je suis déçu par Wayne Taylor Racing, on va pas se mentir, je suis déçu. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a des pilotes qui sont incroyables. On a pu à démontrer le talent de Louis Delétraz. J'ai peut-être un petit doute parfois sur les autres, pas forcément Philippe Albuquerque, mais aujourd'hui j'ai quand même l'impression que Delétraz c'est devenu la référence de l'équipe. Mais ils sont encore en vrai par rapport à Action Express, clairement, en exécution, un peu en préparation. Donc ce sera intéressant de voir sur les prochaines manches, mais c'est pareil, Louis Delétraz c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais voir au sein d'une équipe plus fiable, qui lui permette de jouer régulièrement aux avant-postes parce qu'il est toujours jeune, mais quand même, et il mérite ça. Donc j'espère que Wayne Taylor va redresser la barre, mais encore une fois, ils ont été en délicatesse par rapport à Action Express. Et pour moi aujourd'hui, si tu me demandes, je pense qu'Action Express peut être très fort sur la longue cette année, parce que les pilotes sont solides, parce que l'équipe est solide, et puis voilà, je pense que ça peut faire mal. Honnêtement, je pense que ça peut faire mal. Et donc le podium, Thibaut, qui est complété par BMW pour la première de Team WRT en tant qu'équipe d'exploitation de cette M hybride V8 Evo, on va l'appeler comme ça, avec notamment cette face avant largement revue et corrigée par BMW Motorsport. Thibaut, on avait vu BM l'an dernier en lice à un moment avec Dries Vanthoor qui était dans le match pour gagner avant une petite erreur. Cette année, on n'a pas forcément senti les BM aussi proche de la victoire, mais par contre c'est le premier podium pour l'association BMW WRT dans cette IMSA. Déjà comment tu analyses cette course de BMW et Team WRT et comment tu vois l'avenir pour cette alliance qui, on rappelle, remplace celle qui présidait jusqu'alors avec Team RLL. Alors honnêtement, si on prend le début de... Moi j'étais très inquiet pour BM, jusqu'au qualif, ils sont passés complètement à côté de leur qualif. Les pilotes m'ont dit, j'ai rarement conduit une voiture avec une aussi mauvaise balance. Il y avait plein de trucs à prendre en considération. Le défi, il est quand même de taille. WRT, aussi talentueux soit-il, il découvre un tout nouvel environnement. Mais au final, ce que je veux retenir, c'est certes, ils n'ont jamais donné l'impression de pouvoir aller se battre face à la Cadillac numéro 31 ou face aux deux Porsche Penske. En revanche, ils ont réussi à redresser la barre d'une manière absolument remarquable. Après les qualifs, ils se sont retroussés les manches, ils ont bossé. Et je peux vous dire qu'après les pilotes, il y en a qui me disaient, j'ai jamais conduit presque une aussi bonne BM. Je suis désolé, la BOP, moi j'ai pas totalement compris. Assez sévère IBM, voilà. Donc il faudra voir ce qu'il en est sur les prochaines courses. Donc moi j'ai envie de dire c'est encourageant parce que surtout en fait c'est comme en foot, des fois on dit que c'est bien de gagner en se faisant un petit peu pousser dans ses retranchements et en ne dominant pas. C'est bien de gagner sans dominer. Et là j'ai un peu le même feeling. C'est un petit peu la sensation que j'ai eue, à savoir qu'ils se sont vraiment fait chahuter jusqu'au qualif. Vraiment moi je me suis dit mais c'est dramatique là, je sais pas ce qu'ils vont faire. Et ils ont réussi à inverser la tendance et je pense que c'est ça qui est ultra positif pour la suite. Donc voilà, il y a aussi un nouveau kit aéro qu'il faut appréhender, qu'il faut comprendre. Et WRT qui a plein de choses à apprendre, l'équipe n'était pas encore au complet. Donc moi j'ai envie de partir sur une note positive parce que même s'ils se sont pas battus pour la gagne comme ça a été le cas l'année dernière, ils sont terminés sur le podium et je peux vous dire que moi si vous m'aviez demandé ça avant juste après les qualifs, je vous aurais dit jamais de la vie, ce serait impossible. Donc moi je pense qu'ils ont fait une très belle semaine au final. L'équipe a vraiment super bien réagi. Comme tu disais, la numéro 24 donc de Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor, Robin Franks et René Rast sur le podium. La 25, elle était en
un petit peu hors séquence, comme ce que tu disais avec l'Acura numéro 60 de Tom Blomqvist, Colin Brown, Scott Dixon et AJ Allmendinger. Et Thibaut, la transition est toute trouvée puisque nous allons parler d'Acura et du Meyer Shank Racing qui ne termine, on va dire, que 5e avec la numéro 93 de Renger van der Zande, Niki Loli, Alex Palou et Kakudoshin Ota. Thibaut, on a vu les Acura en verve dans les essais, en verve en qualif, mais en course, ça n'a pas encore été ça. On a encore vu une perte de roue pour cette numéro 93. La 60 hors séquence et qui n'a pu revenir qu'en 9e position au final. Est-ce que selon toi c'est une occasion manquée ou au final Acura est à sa place? Je les attendais beaucoup mieux. En fait, c'est le contraire de BM. Complètement le contraire. Au final, ils ont hérité de la pole, mais ils ont clairement rien montré au Aurore. Ils sont arrivés dès la première séance d'essai libre, boum, ils ont gagné quasiment 2 secondes. Mais Tom Blomqvist l'a bien dit après la course, en fait, ils ont galéré avec les nouveaux pneus Michelin. Ils ne comprennent pas. C'est pas une critique envers Michelin, loin de là, parce qu'honnêtement, les nouveaux pneus Michelin ont été salués par tout le monde. La mise en température, la constance. Mais Acura, ils ont eu du mal à la faire fonctionner. Alors souvent, on dit que la Acura, c'est la meilleure LMDH qui existe, dans le sens où elle a une balance absolument incroyable. Le châssis est phénoménal, c'est le châssis Oreca. Il y a un V6 biturbo, donc un petit moteur qui est bien équilibré, qui te permet une bonne balance. Petites évolutions aéro, pas de révolution majeure, c'est une des plus petites révolutions, petites évolutions aéro qui a été faite durant l'intersaison. C'est pas comme Cadillac, même pas comme BM. Mais voilà, ils ont du mal. Tom Blomqvist me disait, il y a des fois, boum, ça vient tout de suite. Les pneus, ça marche. Et puis il y a des fois, on s'en sort pas. On s'en sort pas, on sait pas pourquoi, on n'arrive pas à les faire fonctionner. Donc c'est quelque chose qu'ils vont devoir travailler. Et il m'a dit, on a beaucoup de travail pour comprendre cette nouvelle gamme de pneumatiques, parce que la voiture, elle est là, elle l'a prouvé en essai libre, elle l'a prouvé en qualif, mais sur la durée d'une course, ils ont été moins présents. Donc c'est pas alarmant, mais il y a du travail à faire pour comprendre cette nouvelle gamme de pneumatiques. Et Thibaut, on va conclure ce GTP en évoquant rapidement JDC Miller Motorsport qui termine à une 7e place plutôt encourageante. On rappelle Thibaut que cette voiture est la version 2025 de la Porsche 963 puisque en amont des 24 heures de Daytona, l'IMSA a autorisé cette voiture à ne pas passer en version 2026. Peut-être un petit mot sur Nico Pino, Tijmen van der Helm et Kylen Frederick. Surtout sur Nico Pino, Thibaut, qui s'est montré assez performant durant, on va dire, toute la semaine. On l'avait vu en WEC chez United et sur la McLaren. Et là, est-ce que selon toi, c'est quand même un pilote à surveiller pour les prochaines courses et peut-être à l'avenir un petit peu plus? Ouais, on l'a même vu l'année dernière chez Proton, sur la Porsche 963. Et là, il découvrait un nouveau team et il a été très bon, très solide. C'est clairement le pilote de référence du JDC Miller Motorsport, à tel point que la voiture, en essai libre, elle a été étonnante. Aurore, elle a été étonnante. Même en course, je peux vous dire qu'en qualif, Nico Pino, il est gêné, je crois, par une Cadillac de Wayne Taylor Racing. Il pense qu'il aurait peut-être pu s'insérer entre les deux Porsche officiels. Donc, ils ont fait du super boulot. En tous les cas, c'est chouette de voir l'IMSA se décarcasser pour garder des teams privés. Pourquoi ils sont pas passés à l'Evo? Tout simplement pour des questions de budget. Parce que l'Evo Porsche est quand même assez conséquente. Je trouve ça vraiment bien de continuer à les voir. C'est aussi ça, l'endurance. Et honnêtement, ce sera intéressant de voir ce qu'ils peuvent faire au fil de la saison, mais c'était chouette de pouvoir les voir un peu jouer avec les gros ténors. Et la dernière GTP, Thibaut, qui elle débutait à Daytona. T'as failli l'oublier, je te félicite pas. Non, c'était prévu. Évidemment, on ne peut pas l'oublier de par le son de son V12, mais effectivement, l'Aston Martin Valkyrie n'a pas brillé au niveau du classement final, puisque la voiture n'apparaît pas dans le classement GTP, on va dire, normal, puisque les top 9, et donc la voiture est absente de ce top 9. Cette Aston Martin Valkyrie, Thibaut, 31e au final, et qui découvrait donc Daytona, puisqu'on rappelle que la voiture avait débuté en IMSA l'an dernier, donc en sautant Daytona pour débuter à Sebring. T'en attendais plus, on va être clair, de cette voiture, ou au final, il n'y avait pas vraiment d'ambition pour Aston Martin et The Art of Racing? Attendre plus, oui, elle a joué aucun rôle, absolument aucun rôle. Honnêtement, elle était entre les GTP et les P2. On rappelle sa fin de saison plutôt encourageante, notamment à Petit Le Mans. Je le mets aussi beaucoup sur le compte de la BOP, mais attention, je ne blâme pas la BOP parce que moi, c'est un processus que comme vous le savez, je suis pas un grand fan de la BOP, mais elle est nécessaire et donc voilà. Mais en fait, l'IMSA a pris un petit peu la philosophie que risque d'adopter la CO cette année, à savoir qu'ils arrêtent d'avoir des gros écarts de BOP. Donc là, en fait, ils ont resserré un petit peu tout le monde.
Et on sait que la Aston Martin, qu'on le veuille ou non, elle est en perf, elle est en dessous de ses rivales. Sans une grosse aide de la BOP, l'année dernière, elle a terminé la saison en WEC, en étant la plus légère et la plus puissante. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas rivaliser avec les autres. Et donc, à partir du moment où on a vu le tableau de BOP, on s'est dit, oh, ça va être compliqué. Forcément, parce qu'elle n'a pas l'avantage qu'elle a pu avoir en fin de saison dernière à Petit Le Mans. Et si l'IMSA reste ainsi, maintenant c'est pas la politique de l'IMSA de laisser entre guillemets un vilain petit canard tout seul dans son coin, mais c'est pas forcément, c'est pas une bonne nouvelle. Petit aparté WEC, c'est pareil pour Peugeot cette année. Si on reste à une BOP capée, comme ça pourrait être le cas, les concurrents les moins rapides vont souffrir. Après, moi je suis pour la simple et bonne raison que ce qu'on a vu à Fuji l'année dernière, pour moi c'est inacceptable, à savoir que les meilleurs sont tellement freinés qu'à un moment ils peuvent même plus rivaliser avec les moins bons, parce que la seule possibilité de permettre à une mauvaise voiture d'être, si on peut dire, d'être plus rapide, bah, c'est de donner de la puissance, mais après elle est impossible à doubler et c'est impossible de se défendre. Donc les autres ont plus de raceability, ce que les Anglais appellent de la raceability, donc de la capacité à faire de la course. Et bon voilà, une fois qu'on a eu le tableau BOP, globalement, on s'attendait pas à l'avoir brillé. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'il y a eu aussi des problèmes mécaniques. Et donc, elle n'a pas brillé sur le plan de la perf, mais même elle a eu des faiblesses aussi sur le plan technique. Thibaut, on enchaîne dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, avec la catégorie LMP2, où le premier virage a été plus qu'animé, avec un contact multiple, on va appeler ça comme ça, un accrochage à plusieurs voitures. Et au final, Thibaut, CrowdStrike Racing by APR, avec donc Algarve Pro Racing en équipe d'exploitation, qui ouvre enfin son compteur, puisque cette entité CrowdStrike by APR restait sur 2 deuxièmes places. Et George Kurtz, Alex Quinn, Toby Sowery et Malte Jacobsen l'emportent enfin, au terme de 686 tours où la fin de course s'est résumée à un duel avec Inter Europol Compétition et l'Oreca numéro 43 de Tom Dillman, Bijoy Garg, Antonio Félix d'Acosta et Jeremy Clark. Thibaut, un duel en P2 qui a été assez animé entre les deux, hein. Ça a été indécis jusqu'au bout, mais voilà, la fin de course a quand même souri à CrowdStrike Racing avec Algarve, on les voit notamment en ELMS, on les voit en Asian, on sait qu'ils sont une équipe plus que performante. Et ce sont les équipes un petit peu européennes qui ont pris le pas sur cette édition 2026. Cette équipe Algarve Pro Racing qui a été raillée pendant des années, qui au final aujourd'hui est clairement une des références du P2. Là, si je ne m'abuse, ça fait en une semaine, ils ont 3 victoires, une 24 heures Daytona, 2 en Asia de Le Mans Series. Donc c'est vraiment devenu une équipe de référence. Alors oui, tu as bien fait de parler du départ, parce que dès le départ, hélas, on perd à minima 2 concurrents de taille, TDS, et la United, la voiture numéro 2 de United Autosports, qui avait un équipage de folie, notamment avec Michael Jensen, qui est le premier pilote annoncé par McLaren pour son programme Hypercar. Donc on a perdu quand même 2 gros ténors, et après, oui, globalement, ça a été très Algarve CrowdStrike by APR contre Inter Europol. Inter Europol semblait vraiment avoir le dessus. Ils ont été honnêtement encore une fois bluffants, avec des équipages au top, hein. Vraiment du Tom Dillman, du D'Acosta, du Cassidy, c'est quand même du très très lourd. C'est tout ça, c'est des pilotes qui doivent être en hypercar ou en GTP. Mais à la fin, ça CrowdStrike by APR a une stratégie assez offensive, très très offensive même, à savoir que s'il y avait une voiture de sécurité, ils étaient marrons. Et au final, il n'y a pas eu de sa voiture de sécurité que certains espéraient, et heureusement pour eux. Donc ça a tourné en leur faveur, avec mention spéciale à Alex Quinn. Il y en a beaucoup qui se sont étonnés qu'il ait été embauché par Peugeot en tant que réserviste du programme Hypercar et probablement titulaire en 2027, comme ça a été le cas pour les anciens réservistes du programme 9X8. Mais il a été splendide. Vraiment, rien à dire. Résister comme il a résisté à un Tom Dillman qui s'est rapproché, mais voilà, il lui a manqué de temps. Et voilà, il a été quand même privilégié pour le dernier relais à son équipier Malte Jacobsen, qui est aujourd'hui une des références mondiales du LMP2. Ça prouve la confiance que CrowdStrike by APR a placé en pilote britannique. Et Alex Quinn, c'est aussi, tout à l'heure, on parlait de Lorena Heinrich, mais Alex Quinn, c'est aussi quelqu'un qu'il va falloir surveiller. Donc chapeau à lui, chapeau à Tom Dillman, parce que encore une fois, une course absolument fantastique. Encore une fois, une très belle course en P2. Dommage, il y a un moment, faut arrêter, quoi. La course, elle dure 24 heures. Alors c'est facile à dire, je suis pas dans le cockpit, mais pourquoi il faut être aussi agressif au premier virage? Ça me rappelle un petit peu ce que m'a dit Romain Dumas après la course d'Asian Le Mans Series avec Sweetman, hein, qui a remplacé au pied levé Fred Bourdade, qui n'avait jamais roulé dans une P2, et Romain Dumas lui a dit: je veux que tu sois dernier au premier virage.
Autrement dit, je veux surtout pas que tu ailles jouer avec les mecs de devant, ça ne sert à rien. Si vous imaginez, il a dit ça sur une course de 4 heures sur un circuit comme Dubaï, et vous imaginez ce que c'est sur une course de 24 heures sur un circuit comme Daytona. Donc voilà, moi j'ai toujours je me dis toujours comment c'est possible que ça parte autant en cacahuète au premier virage. Et pour compléter le podium, Thibaut, Inter Europol qui place deux voitures donc dans le tiercé de tête avec la 343 du patron pilote Kuba Mikowski, Georgios Kolovos, Nolan Siegel et Nick Cassidy qui terminent à une trentaine de secondes de la numéro 43. Donc pour un podium très européen comme on le disait. Thibaut, on va passer rapidement sur le GTD Pro avec une classe où Paul Miller Racing s'est enfin imposé. Paul Miller Racing connaît le podium de Daytona pour s'y être imposé notamment en GTD à l'époque de Lamborghini. Et là, avec une seule voiture, contrairement à deux l'an dernier, puisque le programme a été un petit peu réduit, mais avec un équipage un petit peu un mix justement des deux M4 GT3 Evo de l'an dernier. Mais Neil Verhagen, Collor De Filippi, Max S et Dan Harper ont été exemplaires puisqu'ils s'imposent devant les Mercedes qui ont été très à leur avantage avec la 75 Express de Kenny Habul, Maro Engel, Will Power et Chaz Mostert et la voiture du Winward Racing de l'équipage Noble, Hart, Martin et Stolz. Thibaut, Corvette Racing était en position favorable durant une bonne partie de la course. Malheureusement, la suspension a eu raison des espoirs de la numéro 3. Et dans le sprint final, la numéro 4 n'a pas pu tenir le rythme de la BM. Et Paul Miller Racing, Thibaut, concrétise en GTD Pro les espoirs qu'ils avaient depuis le passage chez BMW. C'était pas la course des constructeurs américains en GTD Pro parce que Ford aussi a eu des soucis en fin de course avec une voiture qui se comportait très bien, une de ses Mustangs. Non, moi je suis content pour Paul Miller parce qu'ils sont globalement team officiel BM en GTD depuis l'an passé. Ils concrétisent avec une très belle victoire. J'allais dire avec ces petits jeunes, mais bon, tu les connais mieux que moi. Honnêtement, à un moment, c'est plus des petits jeunes. Mais bon, Non, ça la montre que Max la S, Dan relève. Harper, c'est fini, ouais. Voilà, c'est en tous les cas, ça prouve que la relève, elle a assuré chez BM. Dan Harper a été magistral. Mais bon, honnêtement, c'est pas la première fois. Bravo à 75 Express. C'est Parce ce que j'allais qu'ils te dire, font. peut-être la surprise vient plus du clan Mercedes dans cette Oui, voilà, catégorie GTD Pro. exactement. Il y a quand même, sur 75 Express, il y a quand même Kenny Habul, hein. Donc, ils ont fait du GTD Pro avec un pilote bronze. Alors, on va pas revenir sur le long épisode de voiture de sécurité, mais Maro Engel a encore été très fort. Honnêtement, très fort. C'est souvent, je trouve que c'est un pilote qui est un peu sous-coté. Donc, ils ont fait le job et puis l'équipage, il fait rêver, quoi. Enfin, un Chaz Mostert, un Will Power, c'était génial. Ils ont fait le show sur la grille avec des crocodiles, des perruques bleues. Enfin, c'est vraiment à l'américaine et ouais, bravo à eux. Honnêtement, ça a été fort. Comme tu dis, c'est la surprise, elle vient plus de là presque que de la victoire du Paul Miller Racing, même si on faut rien retirer au Paul Miller Racing et à BM. Mais voilà, c'est vrai que petite mention spéciale quand même à Mercedes à 75 Express. Petite déception Thibaut en revanche dans le clan Porsche, on en entendait forcément beaucoup avec au Racing avec la fameuse Rexy, la numéro 77 où évoluait notamment Nick Tandy, vainqueur l'an dernier au général de ces 24 heures de Daytona, qui était aligné avec Harry King et Alessio Picariello. On a vu la voiture notamment endommagée à l'avant avec le bouclier et la dentition de Rexy qui est partie un petit peu dans la bagarre. Et même chez Mante avec la numéro 911 qui termine dans le top 5, dans le même tour que les vainqueurs, mais peut-être un peu loin quand même du compte. On les avait vus assez en difficulté en qualif. Ils ont su redresser la barre pour la course, mais est-ce que tu en attendais quand même un petit peu plus de ces deux Porsche en GTD Pro? De AO, oui. Sans nul doute. L'IMSA n'a aucun secret pour eux. L'équipage a fort à faire, parce que ça passe à côté, ça passe après des Lorin Heinrich, des Klaus Bachler, des Julien Glauer. Donc ça va être dur. Honnêtement, de se montrer à la hauteur de ces mecs-là, ça va être dur. Ça va être à Harry King et à Alessio Picariello enfin Alessio Picariello qui sera sur les longues, Yannick Tandy de se montrer à la hauteur. Donc oui, des super AO. Mantet, honnêtement, manque de réussite, mais quelle équipe, honnêtement. Enfin, ils arrivent en IMSA, ils jouent devant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est presque encore une fois une leçon qu'ils donnent à la concurrence. C'est incroyable. Ils ont quasiment une connaissance très maigre de l'IMSA et ils sont déjà là, alors que les conditions de course sont pas les mêmes, les stratégies, tout ça. Donc non, moi j'ai encore une fois, malgré les résultats qui peut paraître un petit peu décevants, un grand coup de chapeau à Monte.
Et ce qui était, par contre, un grand coup de chapeau à Amante et à AO pour tout le secteur marketing, parce que je peux vous dire qu'il n'y en avait que pour eux sur le circuit. Alors, je vous raconte pas la file d'attente à la séance d'autographe avec le nombre de personnes qui avaient leur Lego. La Lego. Ouais. La Lego de la Rexy, c'était hallucinant. Je sais pas, j'aurais pu les compter. C'était incroyable le nombre de personnes qui avaient leur Lego à la main pour le faire signer par les pilotes. Et même Manta, j'ai vu énormément de t-shirts Grelo et tout. Et ça, on voit quand même que mine de rien, le Grelo, le concept, il dépasse largement les frontières de l'Allemagne. Et la première course en IMSA, boum, ça fonctionne. Donc voilà. On sait que c'est une composante en plus importante, Thibaut, dans les programmes aujourd'hui. Ouais, et puis surtout aux États-Unis. Donc moi je dis voilà, bravo à eux pour le côté marketing et ce qu'ils font. Je trouve ça absolument incroyable. Ça cartonne à chaque fois. Moi je vois Petit Le Mans, les décos Halloween et tout, c'est chapeau. Ne vous inquiétez pas, hein, sur le plan financier, ils se retrouvent très très bien. Donc c'est aussi très judicieusement joué de leur part. Mais voilà, coup de chapeau à Manté. Honnêtement, coup de chapeau à Manté malgré un podium qui leur file entre les doigts. Coup de chapeau à eux. Pour conclure le GTD Pro, Thibaut, on va aborder 3 petits points. Ferrari un petit peu en dedans avec une 033, une 296 GT3 Evo. On rappelle, c'était les débuts de la voiture. Donc la numéro 033 de James Calado, Riccardo Agostini, Miguel Molina et Alessio Rovera. On a vu James Calado un petit peu trop offensif à plusieurs reprises. Et notamment un contact qui élimine la voiture du Rizzi Competizione. Et ensuite, un portière contre portière avec la Corvette numéro 4 de Nico Varone qui a été sanctionné par les commissaires. Un petit peu déçu de la perfo des Ferrari, Thibaut. Tu en attendais forcément un peu plus ou peut-être pas forcément, sachant que c'était les débuts de l'Evo aussi. Ouais, alors après, ils se sont un petit peu satellisés entre eux. Donc, il y a eu des contacts entre voitures sœurs. Mais après, en fait, ils souffrent un petit peu du même problème qu'en WEC, c'est que c'est une voiture qui est tellement évoluée, qui est tellement bonne dans les virages rapides, qu'elle est castrée en ligne droite. Et à Daytona, bah, forcément, c'est très très préjudiciable. Donc, sur un tour, ça sent pas forcément, mais la raceability est compliquée. Donc, bon, je les ai jamais sentis en mesure de jouer, clairement pas. Donc, déçu sur le plan du résultat, oui. Mais encore une fois, on en va en revenir à comment positionner la voiture dans la fenêtre de la BOP par rapport à l'aéro, par rapport à la traînée. Et aujourd'hui, c'est sûr que vous prenez une Mustang et une Ferrari, c'est totalement l'opposé. Et je pense qu'intrinsèquement, la Ferrari est une meilleure voiture que la Mustang. C'est même pas je pense, j'en suis sûr. Et on voit que la Mustang, bah voilà, sur des circuits où il y a des longues lignes droites, des grosses zones de freinage, elle est bien. On a pu le voir aussi aux 24 heures du Mans. Par contre, Ferrari, bah, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils sont un petit peu castrés en ligne droite à cause du potentiel intrinsèque de la voiture, hélas. Mais c'est entre guillemets je sais pas s'il faut dire les points faibles d'un système de BOP, mais un peu oui. Pfaff Motorsport, Thibaut a fait ses adieux entre guillemets à la Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 puisque cette équipe exploitera dès les 12 heures de Sebring la Temerario GT3. Bon, une course sans grand relief, on les a vus un temps aux avant-postes, Assez mais anonyme, ouais. c'était, voilà, évidemment, en fonction des stratégies, la longue neutralisation. Pfaff attend forcément cette nouvelle voiture, et pour débuter, Sebring, ça sera un vrai juge de paix. Oui, c'est ça. Bah, c'est sûr que là, ils ont pas choisi le plus simple. Mais aussi, comme tu dis, un vrai juge de paix. Donc non, là, Pfaff, honnêtement, entre guillemets, je les ai presque oubliés, quoi. Il y a des gens qui ont des courses sans histoire. Voilà, on espère qu'ils vont réussir à faire briller cette Temerario. On a hâte qu'elle arrive. Donc voilà, mais là, à Daytona, non, il n'y a pas grand chose à dire sur eux, quoi. Et le dernier point GT des pros, Thibaut, c'était évidemment les débuts de RLL avec McLaren. Bon, des débuts qui ont été malheureusement un petit peu faussés par un souci défaillance du système de pression des pneumatiques, hein, un capteur qui était un petit peu récalcitrant et qui a fait perdre à la voiture un peu plus de 20 tours. Thibaut, on attend forcément beaucoup de cette alliance. Tu as pu discuter avec Giorgio Sana, le nouveau patron de la compétition client de chez McLaren Motorsport, donc un petit peu décalé par rapport au futur programme Hypercar. Cette alliance est très attendue par l'italien et par McLaren plus généralement, puisque ça leur fait une voiture de pointe dans ce championnat IMSA et en GTD Pro. Et forcément avec l'envie de développer ce customer racing, puisque la McLaren est relativement peu diffusée. Tu vois comment cette alliance, il a fallu s'habituer forcément à travailler ensemble pour les deux entités. Ouais, mais très bien, parce que certes, il y a eu ce souci. Par contre, je peux vous dire que quand on regarde les chronos, les moyennes, les perfs, ils sont là. Ils avaient qu'une voiture, là où la concurrence en avait quasiment toujours deux. Et beaucoup de débutants. Exactement. Des pilotes qui ont vraiment un Dean McDonald vraiment solide. Non, moi je pense que c'est très encourageant et effectivement, tu fais bien de noter la conversation que j'ai eue avec Giorgio Sana.
parce que il y a vraiment une vraie volonté de développer et Giorgio Sanna a très très bien réussi à le faire chez Lamborghini et je suis assez persuadé qu'il va faire pareil chez McLaren. On va retrouver de plus en plus de McLaren. Il y aura un vrai support client, ce qui n'a pas été forcément le cas ces dernières années. Et je pense qu'ils peuvent faire les choses très très bien. En tous les cas, je trouve ça encourageant et je trouve ça très bien qu'une équipe comme RLL ait réussi à rebondir, même si c'est en GT après la fin du programme BMW GTP. Et Thibaut, on va conclure sur ce qui a fait beaucoup parler en fin de course, la fin de l'épreuve en GTD avec une sacrée bagarre entre tout d'abord les deux Aston Martin. On a d'abord vu Magnus Racing contre The Art of Racing et Niki Team et Mattia Drudi qui sont équipiers en GT World Challenge Europe, qui ont gagné les 24 heures de Spa ensemble et qui se sont affrontés à couteau tiré. On pensait que la victoire, Thibaut, allait se jouer entre ces deux voitures, mais c'était sans oublier un Philippe Ellis très offensif, qui a joué des coudes pour aller imposer une nouvelle fois cette Mercedes numéro 57 Windward Racing. On rappelle que c'est les champions en titre qui sont très habitués aux premières places. Et ils sont revenus sur cette plus haute marche du podium en GTD. Bon, la fin a été ça a été un petit peu trop. Il y a eu ce fameux contact sur le banking qui aurait pu mal se terminer. Mais Thibaut, on ne peut pas enlever à Philippe Ellis cette capacité à être revenu, alors caractère offensif peut-être un peu trop pour certains. Bon, le contact n'a pas donné lieu à de pénalité, donc l'arbitre a toujours raison, j'ai envie de te dire. Mais au moins, il y a eu du spectacle et du suspense, Thibaut, en GTD jusqu'à la fin. Honnêtement, c'était incroyable à suivre, ça a donné un show incroyable. Je suis d'accord, il y a des limites à pas dépasser. Est-ce que Philippe Ellis les a dépassées? Selon les instances dirigeantes, non. Je ne sais pas si Niki Team s'est particulièrement plaint de son comportement. En tous les cas, chapeau à eux deux, chapeau à Philippe Ellis d'avoir résisté à Niki Team. De toute façon, quand vous avez Niki Team derrière vous, je peux vous dire que vous avez intérêt à être très très solide. Il a tout donné, il y avait une victoire à 24 heures de Daytona à la clé. Je suis désolé, c'est comme Ole Narsoxier quand il a fauché un adversaire sur un match primordial parce qu'il allait droit au but. Il y a un moment, il y a un truc à jouer, il y a un gros truc à jouer, vous y allez. Vous tentez le tout pour le tout. Et puis si ça s'était mal terminé pour lui, ça serait mal terminé pour lui. Il a tenté. Donc en tous les cas, le show était incroyable et t'as raison. De toute façon, le GTD, ça se résume à ça. C'était génial. Moi, on sait que tout le monde n'est pas du même avis. Certains pensent que Philippe Ellis a été peut-être trop offensif, mais quel spectacle! Et autant l'année dernière, l'IMSA a décidé de resserrer la vis sur les contacts parce qu'il y en a qui trouvaient que c'était un petit peu trop à la one again, contrairement au WEC. Là, il n'y a pas eu de pénalité. Donc voilà. Donc comme tu dis, on va partir du principe que l'arbitre a toujours raison. En tous les cas, merci messieurs pour le spectacle. Et Thibaut, petite mention spéciale pour Magnus Racing, qui était tout proche d'une première victoire depuis 10 ans, c'était 2016 je crois. Magnus Racing qui, on sait que l'équipe ne fait pas forcément des programmes complets, mais bravo à eux pour cette performance. Ouais, bravo à eux et bravo Windward, c'est une équipe de dingue. Honnêtement, c'est une équipe Windward, de dingue. En Europe, on les connaît évidemment pour exploiter notamment la voiture Mamba en DTM. Et évidemment, Windward Racing, beaucoup les connaissent en Europe, mais Thibaut, il faut mentionner que c'est quand même l'une des forces majeures du GTD depuis plusieurs années, parce qu'on en est à 3 victoires à Daytona. Exactement. Et 2 titres, je crois, consécutifs. Ouais, exactement. Et puis là, je peux vous dire que là, on comprend pourquoi Mercedes va s'appuyer sur eux aux 24 heures du Nürburgring, même si ça fait 6 ans qu'ils sont pas là. Là, on va arriver avec une grosse offensive, peut-être un Max Verstappen. Et honnêtement, non, super équipe. Pour la stat, Thibaut, pour conclure, Windward Racing et le trio, je parle bien du trio, Russell Ward, Indy Dontieu, Philippe Ellis, c'est 50% de victoire aux 24 heures de Daytona. Voilà. 6 départs et 3 victoires en GTD, donc ça pose un peu quand même les bases de cette alliance sur laquelle évoluait également Lucas Sauer, qu'on connaît bien en Europe, notamment en DTM. Thibaut, c'est un peu le mot de la fin de ce bilan des 24 heures de Daytona 2026 dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Encore une fois, on vous remercie de votre patience. On a fait ce choix de décaler un petit peu, donc on vous le dit, par rapport et à l'actu et par rapport aux vérifications qui étaient en cours, notamment pour les vainqueurs et qui le sont encore pour certaines voitures. D'où ce choix éditorial de le décaler. On vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Thibaut, l'IMSA, le prochain rendez-vous, les 12 heures de Sebring en mars, une épreuve toujours très attendue sur un circuit cassant, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui met à mal pilote et voiture. Ce sera l'occasion notamment, on le disait, de découvrir les débuts de la Temerario GT3 et on vous fera évidemment vivre ça du mieux possible. Thibaut, merci pour ce bilan des 24 heures de Daytona 2026, première manche de l'IMSA, et on se donne rendez-vous rapidement
rapidement dans un nouveau numéro de notre podcast. Merci à tous et on vous promet que Porsche ne va pas dominer la saison comme l'année dernière, même s'ils sont favoris de leur propre succession. Donc voilà, ce sera intéressant de suivre ça dès les Sebring. Merci Pierre, merci à tout le monde.